Je sais pas si vous êtes au courant, mais le monde, il vous attend pas. Le monde, il bouge. Et il bouge vite. Bienvenue sur Sismic. Rien de tout ça n'est réel. Qu'est-ce que le réel? Quelle est ta définition du réel? Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. Notre savoir nous a fait devenir cyniques. Nous sommes inhumains à force d'intelligence. L'humanité est menacée dans ses fondamentaux. Tu dois trouver dans tes rêves l'avenir pour lequel tu as envie de te battre. Bienvenue sur Sismic. Donc aujourd'hui, je parle résilience et sécurité avec Stéphane Linou. Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors tu es ancien conseiller général de l'Aude, conseiller en développement local, conseiller municipal de Castelnaudary, pionnier du mouvement Locavor, sapeur-pompier volontaire, et tu as conçu et animé le premier module de formation de master spécialisé en France qui s'appelle Risque d'effondrement et adaptation. Et ça fait plusieurs années que tu étudies les thèmes des ressources, du continuum sécurité-défense, de la gouvernance et des adaptations. Donc, tu as notamment écrit un livre récemment, je crois, qui s'appelle Résilience alimentaire et sécurité nationale. Je rate quelque chose dans la présentation? Non, là, c'est posé. J'imagine que tu dois être pas mal sollicité en ce moment, non? Ouais, là, c'est vrai que depuis quelques jours, le téléphone chauffe. Par rapport à cette crise liée au coronavirus qui fait que de plus en plus de personnes se posent des questions sur la résilience alimentaire de nos territoires. Donc sujet que je creuse et que je porte depuis une bonne vingtaine d'années. Et ouais. Oui, donc ça doit faire un peu bizarre effectivement de porter des sujets comme ça et que tout d'un coup, on va dire tout le monde se réveille un petit peu. Donc on va regarder, on a un peu de temps passé ensemble pour regarder de quoi il s'agit. Donc je précise qu'on est le 26 mars, puisque les choses évoluent rapidement en ce moment. Donc je sais pas à quel point l'épisode sera d'actualité quand les gens l'écouteront, mais ce qui est intéressant là, j'ai vu que le 12 décembre 2019, là, Françoise Laborde, donc sénatrice de la Haute-Garonne, a présenté un projet de résolution qui était intitulé Résilience alimentaire des territoires et sécurité nationale, qui était directement inspiré de tes travaux. Et je pense que ça me semble être une bonne introduction, puisque dans ce document, au début de ce document qui a été présenté au gouvernement, il est écrit, pour mettre un peu le cadre, je cite, « À l'heure des cyberattaques, du dérèglement et des catastrophes climatiques, du terrorisme et de l'effondrement de la biodiversité, la détérioration de la production et de la consommation alimentaire n'est pas analysée comme risque stratégique. Des signaux nous alertent pourtant. La moindre annonce de blocage routier vide les magasins, avant même toute pénurie, allant jusqu'à provoquer des émeutes comme il y a peu en Outre-mer. » Je voudrais qu'on parle de ces risques stratégiques autour de l'alimentaire pour bien comprendre de quoi il s'agit et comment fonctionne d'abord peut-être la chaîne alimentaire et dans quel cas elle peut être fragilisée et avec des conséquences potentielles. Ouais. Donc oui, hier soir, la sénatrice de la Haute-Garonne, justement Françoise Laborde, a écrit au président de la République pour lui proposer de constituer un groupe de travail pour préparer l'après-crise. Un groupe de travail qui serait basé sur justement ce projet de résolution qu'elle a défendu au mois de décembre dernier. Projet de résolution basé sur mes travaux, donc voilà, qui s'intitule pareil. Donc en fait, c'est vrai que c'est d'actualité et elle ne pensait pas avoir ce 12 décembre dernier autant de clairvoyance par rapport à ce qui est en train de se passer. Donc oui, il y a plusieurs signaux qui nous alertent concernant notre alimentation qui n'est pas vue, du moins au pays de la gastronomie, comme quelque chose en danger. Mais c'est une sécurité en trompe-l'œil. C'est une illusion de sécurité alimentaire parce que si on regarde les risques pesant sur les diverses perfusions, je dis bien perfusions, l'agriculture française, si on regarde des chiffres assis depuis un bureau sur une chaise, on peut dire oui, la France exporte plus que ce qu'elle consomme. Ça c'est pas sûr. Heureusement qu'on a le cognac qui
qui équilibre, voilà, qui s'exporte bien, qui équilibre la balance des paiements. Mais si on regarde les protéines végétales que la France et l'Europe importent d'Amérique du Sud pour nourrir notre bétail, si on regarde le pétrole que l'on importe pour faire fonctionner notre pétro-agriculture, tant pour la mécanisation que pour les engrais, pour les produits phytosanitaires, pour les divers transports, pour la transformation et pour la distribution, on ne peut pas dire que on soit vraiment autonome au niveau énergétique. Si on regarde, oui, et l'agriculture française donc consomme plus de calories qu'elle n'en produit. Contrairement aux années 40 encore où l'agriculture produisait plus de calories qu'elle n'en consommait. Maintenant, il faut une dizaine de calories fossiles issues des énergies faciles pour produire une calorie alimentaire. Et ça va pas durer autant que les impôts. Si l'on regarde une autre perfusion qui est celle de certains engrais, par exemple le phosphate, là, avec ce type d'agriculture, eh bien, on est obligé d'importer du phosphate des mines, principalement du Maghreb. Si on regarde également la perfusion en termes de bras, donc l'agriculture française marche avec des bras étrangers. Donc si on additionne toutes ces perfusions-là, on peut dire que à long terme, il y a des risques donc notamment de baisse de rendement, ça c'est certain, notamment avec le réchauffement climatique, avec les stress hydriques, tout ça. Mais il peut y avoir également des risques sur une autre perfusion qui est la perfusion de la logistique. Mmh. C'est-à-dire que nos territoires s'étant transformés en EHPAD à ciel ouvert, donc des établissements pour personnes âgées dépendantes. Lorsque l'on rentre dans un EHPAD, c'est qu'on n'y va pas avec gaieté de cœur, c'est qu'on a des pathologies, on peut plus se suffire. Mais là, collectivement, on s'est transformé en EHPAD avec en toute insouciance et avec la volonté de se transformer en EHPAD, c'est-à-dire d'être vulnérable, d'être dépendant. C'est-à-dire que nos territoires, même ruraux, sont aujourd'hui incapables de nourrir les ruraux. On s'est tellement spécialisé en termes de production. Les personnes ne produisent plus leur nourriture. Comptez le nombre de personnes qui ont un jardin par rapport au nombre de personnes qui mangent. Il n'y a pas de stock dans les grandes surfaces. S'il y en a même pas 2 jours à peu près, 2 jours sans panique. Donc les stocks, ils sont pas dans les grandes surfaces dans lesquelles on se fournit, mais ils sont dans les plateformes de distribution, de groupage, dégroupage, et dans certaines usines. Mais qui dépendent des transports, là aussi. Étant donné qu'il n'y a pas de stock alimentaire dans les foyers, qu'il n'y en a pas non plus dans les collectivités locales, et qu'il n'y a pas non plus de stock alimentaire stratégique d'État. Okay. Ça veut dire que 0 plus 0 plus 0 plus 0 égale la tête à Toto. Donc en fait, on est complètement dépendant des perfusions. Donc on est en flux tendu en fait. Imagé, alors flux tendu, mais avec 0 stock nulle part et avec aucune préparation des populations. Donc en fait, on est complètement dépendant de la bonne marche de la perfusion de la logistique, et s'il y avait des blocages qui s'éternisent ou par exemple une cyberattaque sur la chaîne logistique, tout est interconnecté maintenant, hein, et bien très concrètement, je sais pas comment on ferait. Donc des troubles à l'ordre public arriveraient très facilement, les gens se battraient. Donc déjà qu'il y a des tensions alors que les perfusions de la logistique fonctionnent encore, imaginez les réactions des gens
devenu en plus intolérant à la frustration s'il y avait réellement des blocages ou des problèmes sur la perfusion de la logistique, c'est-à-dire les transports. Donc en fait, il y a des vulnérabilités à moyen et long terme, mais il y a des vulnérabilités à court terme, et celle-là en fait partie. Et je ne parle même pas de l'effondrement de la biodiversité, qui fait que nos sols sont extrêmement malades et sont maintenus artificiellement par des engrais. C'est-à-dire que à force d'avoir une agriculture intensive depuis une cinquantaine d'années, on a largement détruit la vie dans les sols qui sont dans un sale état. Donc en fait, nous ne sommes pas vraiment armés pour être à l'heure actuelle réellement autonomes. Ok. Donc on a une fragilité, puisque si je résume un petit peu, on a un système qui est à flux tendu avec pas de stock nulle part. On a, contrairement il y a encore une ou deux générations, ou des territoires qui sont très spécialisés, qui sont incapables de nourrir leur population en local, puisqu'il y a des zones entières où on produit que un seul type de céréales par exemple, etc. Et tout ça est très fragile parce que ça fonctionne donc en flux tendu, avec une seule logistique très complexe et avec un grand nombre d'acteurs, etc. Est-ce que c'est pareil sur l'ensemble du territoire? Est-ce qu'on a la même situation, ou est-ce qu'il y a des endroits qui sont plus fragiles ou d'autres plus résilients que d'autres, plus préparés que d'autres, pour mieux comprendre? On peut dire que, à première vue, les grandes agglomérations sont peut-être plus fragiles que d'autres. Mais ça, c'est lorsque l'on a en tête des images d'Épinal qui font qui seraient que les campagnes sont à l'abri de la faim, ce qui est faux. Les fermes qui étaient, on n'est pas en 1940, en 1940 lors de la débâcle, le choc a été un peu amorti parce qu'il y avait encore des fermes très nombreuses, réparties partout sur le territoire français, autonomes et diversifiées. Aujourd'hui, nous n'avons plus que même pas 300 000 agriculteurs, pas forcément bien répartis sur le territoire. Ces exploitations agricoles ne sont pas du tout autonomes puisqu'elles dépendent de tout et des transports à part certaines qui sont en agroforesterie, mais au niveau de la mécanisation quand même on dépend aussi des tracteurs et des pièces que l'on ne fabrique plus. Donc on n'est pas du tout autonome, et en plus on s'est extrêmement spécialisé dans les productions. Donc il arriverait la même chose maintenant. Les gens croiraient que à la campagne il ferait meilleur y vivre, mais ils arriveraient dans des milieux ruraux fantasmés, oui, et trouveraient à la place des fermes des maisons qui se sont transformées en gîtes ruraux pour citadins. Donc on est loin effectivement. C'est vrai qu'on est resté sur cette image, beaucoup sont restés sur cette image d'Épinal de la campagne des années 40-50. Aujourd'hui on peut se dire qu'on peut marcher quand même quelque temps en sortant d'une grande ville avant de trouver de quoi manger, quoi. Mais c'est plus la grande vadrouille ni la 7e compagnie où tous les 300 mètres il y avait une ferme. C'est complètement faux. Et vous avez par exemple là où je vis, dans le Lauragais, dans l'Aude, c'est un territoire où on fait des monoproductions, donc blé dur et tournesol. Donc c'est de la nourriture normalement pour les poules et les poulets. Vous n'avez aucun céréalier qui a des poules. Vous n'avez aucun. Donc même les agriculteurs se fournissent à travers les mêmes circuits de distribution que les autres. Qu'est-ce qui explique que la France soit si mal préparée, comme tu dis? Est-ce que d'autres pays ont fait les choses différemment et sont mieux préparés? Pourquoi, si oui? Je pense pas. Honnêtement, j'ai pas vraiment creusé davantage la question parce que je me suis focalisé sur la France, et le plus gros de mon travail jusqu'à présent, ça a été de démontrer que c'était une question.
Oui, c'est parce que c'était inaudible en fait. Eh ben, c'était inaudible et impensé. Le fait parce qu'on a commencé par courir après la nourriture lorsqu'on était chasseurs-cueilleurs. Ensuite, on l'a fait pousser autour de nous lorsque l'on s'est posé, lorsqu'on a inventé l'agriculture néolithique, moins 10 000 ou 12 000. Ensuite, on s'est regroupé en communauté, donc en village, pour sécuriser les grains, se protéger un peu. Et c'est là que nos espaces, on les a transformés en territoires. C'est aussi là qu'on a inventé la politique, grandement. Donc après avoir couru après la nourriture, après l'avoir fait pousser autour de soi et après nous être regroupés pour sécuriser, maintenant c'est elle qui vient à nous, sans que l'on s'intéresse au comment et au jusqu'à quand. Et lorsqu'on regarde ce sur quoi était basée la légitimité politique des ancêtres des maires, c'est-à-dire les consuls par exemple au Moyen-Âge, elle était basée sur l'exercice de 4 sécurités. La sécurité par rapport aux agressions extérieures, il fallait ériger et entretenir les remparts. La sécurité sanitaire, il fallait lutter contre les épidémies, mettre en place l'assistance collectif, tout ça. L'ordre public, sécurité intérieure. Mais la 4e sécurité, c'était la sécurité alimentaire. Il fallait que quoi qu'il arrive, il y ait assez de nourriture dans l'enceinte de la ville. C'est pour ça qu'avait été créée la police des grains et la police de la viande. Police dans le sens réglementation. Et il y avait des stocks. Donc c'était une responsabilité politique collective qui se rajoutait à une conscience et à une responsabilisation individuelle, c'est-à-dire que chacun avait son bout de jardin. Donc en fait, cette conscience et cette responsabilisation individuelle et collective sauvaient les meubles en cas de pénurie. Ça n'empêchait pas forcément les famines, mais au moins ça sauvait les meubles. Et il y avait cette discipline. Comme c'était des sociétés de pénurie, elles étaient organisées autour de la pénurie. Et en fait, cette question-là, qui était dans la tête de tout être humain depuis le début jusqu'aux années 50, petit à petit, elle est sortie des têtes et du champ politique, donc des têtes individuelles et des représentants, mais tout simplement parce qu'on est rentré dans une ébriété énergétique, c'est-à-dire le tout pétrole, qui a fait qu'on s'est affranchi de l'espace et du temps, et qu'on a oublié et négligé nos territoires qui jusque-là servaient de base à notre subsistance. Et à force, on s'est dit, manger c'est une affaire réglée, ça viendra toujours de quelque part. On a le pétrole, on a les transports, ça viendra toujours de quelque part. Donc en fait, cette question ne s'est paradoxalement plus posée, ni chez les individus, ni chez les politiques qui sont l'émanation des individus. Donc en fait, cette question-là, la plus ancienne du monde, le lien entre l'alimentation et la sécurité, on y pensait jusque dans les années 50, on pensait quasiment qu'à ça. Et bien maintenant, on n'y pense plus. Donc du coup, dans nos politiques publiques, il n'y a pas d'aménagement alimentaire du territoire. Dans les documents de planification territoriale locaux, les schémas de cohérence territoriaux, les plans locaux d'urbanisme, tout ça, la place de l'alimentation, elle est même pas anecdotique puisqu'elle n'est même pas pensée dès le début. On est capable de lister et de quantifier le nombre de supermarchés qu'il faudra, le nombre de cinémas, de crèches et compagnie, ou de piscines, mais on ne quantifie pas le nombre de fonciers, le nombre de paysans pour nous nourrir. Ça prouve bien que c'est devenu un impensé, alors que c'était la plus vieille question du monde. Donc en fait, je suis allé faire une enquête dans les ministères, l'armée, l'intérieur, syndicats agricoles nationaux, SAFER, historiens, géographes, pour voir si la question de la production était pensée dans le monde des risques et si la question des risques était pensée dans le monde de la production. Résultat, ce sont des mondes qui ne se parlent pas. Et cette question ne s'est même pas posée. Et chacun croit que l'autre fait. D'accord. Donc petit à petit, on a oublié que c'était un sujet. Ça fait partie de
de ce diagnostic de déconnexion un petit peu avec le réel, avec le monde physique qu'on constate dans plein d'autres endroits. Exactement. Le monde physique et le monde des besoins physiologiques à satisfaire. Le bas de la pyramide de Maslow, le premier étage. Donc en fait, pour répondre à la question et les autres pays comment ils font et pourquoi la France, je ne parle que de ce que j'ai pu vérifier, c'est-à-dire à la France. J'ai réussi à démontrer que c'était une question. Énormément de retours, j'ai eu des retours de généraux, de militaires, de tout ça. Et effectivement, ce n'est pas pensé. Donc la résilience alimentaire territorialisée n'est pas, la non-résilience alimentaire de nos territoires n'est pas vue comme un risque. Mais quand on rentre dans le détail, quand on pose la question, ils répondent tous, oui, effectivement, s'il y avait une cyberattaque sur les transports, oui, il y aurait des émeutes que l'on ne pourrait pas contenir, car les forces de sécurité seraient débordées, car nous avons des populations non préparées, et que il n'y a pas d'autonomie alimentaire dans chaque territoire. Okay. Voilà la conclusion de cette étude. Avant de passer, j'ai des propositions, mais une conclusion. Donc la conclusion, c'est effectivement que c'est pas dans les documents stratégiques et bah c'est pour ça qu'on a cette interview et que tu me disais aussi que tu étais pas mal sollicité en ce moment parce qu'il y a un petit événement qui est en train de se passer en France et partout ailleurs, qui est que bah, des risques un peu primaires se rappellent à nous. La fragilité redevient un sujet de débat, en tout cas n'est plus tout à fait un impensé parce que les gens, parce que tout le monde vit ça directement et physiquement et émotionnellement. Donc là aujourd'hui, la France est au ralenti du fait du confinement, mais pas encore totalement à l'arrêt puisque on a encore un tout petit peu le droit de sortir et surtout que les emplois stratégiques continuent d'être à peu près correctement occupés. Comment est-ce que tu évalues les risques liés à cette situation en France aujourd'hui, d'abord sur l'alimentaire et ensuite sur le sécuritaire? Comment j'évalue? Par rapport à la situation actuelle, donc effectivement c'est fragile, donc là on a un pays qui est à l'arrêt, mais pour se rendre compte de à quoi tu penses quand tu t'endors la nuit en ce moment. Alors, j'ai des stocks pour moi. Je pense que beaucoup de gens ont stocké, mais s'il y avait, ce que je ne souhaite évidemment pas, un problème sur les transports, on serait plus que mal. Alors, le problème de transports, c'est que les gens ne vont plus travailler, les transports ne sont plus assurés. La chaîne logistique est cassée. Oui, ou une cyberattaque, oui, bien sûr. Si la chaîne logistique, parce que pour l'instant, il n'y a que la perfusion de la logistique qui tient, qui permet de remplir les magasins. Parce que là, on est sur des stocks, on est sur des stocks de nourriture qui ont été de la nourriture qui a été produite il y a quelques mois. Or là, ce que l'on voit, c'est que les fruits et les légumes là qui arrivent, on a la main d'œuvre habituellement étrangère là, eh bien, elle vient plus. Donc, c'est-à-dire que les maraîchers là, qui n'arrivent pas à écouler leur production maintenant, faute de ramasseurs, faute de pouvoir aller sur les marchés de plein vent, les vendre, puisqu'ils sont maintenant interdits, ils risquent de se décourager et ils risquent de ne même pas semer des productions qui normalement seraient disponibles cet été. Donc ça veut dire qu'on peut avoir un effet décalé de pas de production, enfin beaucoup moins de production française cet été en fruits et légumes. Parce que ça déconne en ce moment. Donc la nourriture, c'est du vivant. C'est du vivant. Donc le vivant ne peut pas vivre avec du confinement. C'est pas possible. Donc là, on risque d'avoir des sales surprises bientôt. Parce que il y a déjà des problèmes au niveau de la réparation des pièces de tracteurs, par exemple. Il y a plein de magasins de mécanique qui sont fermés. La France ne produit pas réellement de tracteurs sur place, donc ça dépend toujours des pièces d'ailleurs. Donc là, il
il manque des bras et des roues. Donc c'est quoi justement tu viens d'en citer, mais les autres points de vigilance essentiels et les points qu'on appelle les points de bascule qu'il faut avoir en tête. À quel moment un système comme ça peut s'arrêter de fonctionner? Oui, mais tout dépend de l'échelle de temps. L'érosion des sols, je veux dire, ça peut être un point de bascule dans quelques temps, pas forcément dans 2 semaines. Les écarts à la moyenne concernant au niveau du dérèglement climatique, ça peut arriver, ça va pas être dans 3-4 jours. Là, on est encore dans les vestiges du système que l'on a érigé ces dernières années. Donc là, pour moi, c'est les transports. Problème de transport. Problème, il est pour moi, le plus gros pour l'instant, c'est sur les transports. Parce que on n'a pas mis en place faut pas employer le mot de solution, mais des adaptations, des plans B, des plans de secours qui sont dépendants de la nature, c'est-à-dire mettre en route un jardin potager maintenant. Oui, d'accord, mais à condition de trouver des plants, à condition de trouver des graines et les semences. Et là, j'ai pas mal de témoignages de personnes qui produisent des plants, qui foutent les plants à la benne. Ils mettent des plants de salade dans les bennes. Donc ça veut dire que même le particulier pour son potager, à ce moment, il a extrêmement de mal à trouver des plants pour faire son jardin, pour avoir de la bouffe cet été. Donc on voit que c'est pas que du court terme, qu'il y a une chaîne d'événements qui peut se passer et qui est mal maîtrisée. À ta connaissance, comment ces risques-là sont gérés aujourd'hui par les pouvoirs publics? Alors, on a dit que ça n'avait pas été bien anticipé, mais ces risques à court terme et ces risques à moyen terme, comme ceux dont tu as parlé, que ce soit l'érosion des sols ou le climat, est-ce qu'il y a des mesures qui sont prises sur le long terme et des mesures d'urgence là aujourd'hui qui sont en train d'être mises en place sur la base de tes travaux et de ceux d'autres spécialistes? Alors, j'aimerais. Toi, t'as rien vu passer? Non, j'aimerais, mais il y a des déclarations qui se rapprochent des choses que je propose depuis des années. Il y en a plein qui m'appellent là pour me demander si c'est moi qui avait écrit une partie du discours du président concernant l'alimentation, que déléguer notre alimentation à d'autres est pure folie et d'autres choses. Oui, on est en train de se diriger vers peut-être une reconnaissance de l'alimentation comme étant un secteur stratégique. Ce que je propose moi depuis des années, c'est de reconnaître l'alimentation comme secteur d'activité d'importance vitale, ce qu'elle est déjà dans la loi de programmation militaire, mais pas sur l'ensemble de son spectre. C'est-à-dire que le foncier nourricier n'est pas protégé. Les paysans ne sont pas protégés, ne sont pas considérés comme des opérateurs d'importance vitale. Oui, au contraire. Oui. Les exploitations agricoles ne sont pas non plus considérés comme des points d'importance vitale, comme le foncier nourricier n'est pas considéré comme un point d'importance vitale. C'est pas protégé. Donc ça veut dire qu'on continue à artificialiser à coup de grands projets inutiles imposés, d'extension urbaine, de réseaux, peut-être d'autoroutes inutiles. On perd l'équivalent d'un département en surface agricole tous les 6 ans. Donc ça veut dire que on enlève de l'autonomie alimentaire tous les jours en sacrifiant du foncier nourricier. Donc ça prouve bien que l'alimentation n'est pas encore c'est pas pris en compte dans les calculs, ouais. Que ça prouve bien que l'alimentation n'est pas considérée dans tout son spectre comme secteur d'activité d'importance vitale. Sinon, on interdirait l'artificialisation des terres et on protégerait les paysans. Il y aurait une certaine préférence sur les achats, un certain patriotisme économique. On inciterait davantage peut-être les consommateurs à consommer local.
Fait bon, voilà, il y a toute une batterie de propositions de mesures que j'ai listées, mais là il y a tout à repenser. Hein. Et c'est ce pourquoi je me bats moi depuis une bonne vingtaine d'années. C'est que là, je pense avoir réussi à travers mon enquête. Je suis allé chercher les preuves de ce que je ressentais. Maintenant, j'ai les preuves que la résilience alimentaire doit être regardée avec les lunettes de la sécurité nationale. Et je suis passé à travers le continuum sécurité-défense, en montrant que s'il y avait une rupture d'approvisionnement, c'est-à-dire une cyberattaque par exemple sur la chaîne logistique, et avec des populations non préparées, avec des territoires non résilients au niveau alimentaire, et bien du coup, le vigile de supermarché serait débordé par les émeutes. Qui ferait appel à la police municipale, qui serait débordé. Qui ferait appel à la police nationale, qui serait débordée. Qui ferait appel à la gendarmerie nationale, qui serait débordée. Et qui ferait appel au reste de l'armée, qui serait affaibli. Donc du coup, la sécurité nationale dans son ensemble serait affaiblie par cela. Donc je dis bon, mais voilà, c'est une question donc de sécurité, et c'est là que je le dis depuis longtemps, c'est que le tout marché et l'ultralibéralisme arrivera à des limites et arrivera à se contredire lui-même. C'est-à-dire que les libéraux pur sucre ne veulent que du régalien pour l'État. Ok. Police, justice, armée. Et là, je démontre qu'en fait, c'est une question de sécurité et que ça concerne la sécurité nationale. Eh bien, ok, on se met à table, on va parler régalien. Donc, le système ultralibéral est en train de se contredire et a une preuve flagrante d'être allé trop loin parce que ça implique la sécurité, donc le régalien. On voit qu'il y a quand même pas mal de sujets sur lesquels ça déborde, ça revient sur le régalien, là où on l'attendait pas forcément. Hein. Ça en fait partie. Historiquement, je veux dire, c'est le plus vieux sujet du monde, hein, quand même. Hein. Et ça a toujours été régalien. Eh ben, ouais, régalien ou alors une question de sécurité en local. En fait, il y avait deux couples de risques dans les villes au Moyen Âge. C'était premier couple de risque, peste, guerre, et deuxième couple de risque, approvisionnement alimentaire et ordre public. Et là, on y est. Oui, c'est le prix du pain et la Révolution française. Ben oui, bien sûr. Si aujourd'hui, là, à court terme, si tu as carte blanche, tu prends quoi comme mesure d'urgence par rapport à la situation? Alors, je reste prudent et humble, et je ne souhaite pas mélanger le temps de la gestion de crise avec le temps de la préparation pour l'après. Donc je me garde de tout conseil. Donc ton sujet n'est pas la crise, c'est ça que tu dis. Parce que ça fait 20 ans et dans mon livre, justement, j'ai donné énormément de pistes pour ne pas arriver à une gestion de crise, pour ne pas arriver à la crise. Donc, alors par contre, les petits trucs de bon sens, mais qu'on pourra appliquer tout le temps, c'est que même en cette période de confinement, on peut quand même continuer à flécher ses achats. Là, par exemple, on a énormément d'agriculteurs qui se retrouvent avec des stocks d'asperges et de salades, tout simplement parce que les gens, ils achètent que des pâtes. Bon, mais voilà, et bien, ils se retrouvent avec des invendus de malades. Donc déjà, et d'ailleurs le gouvernement a laissé cet appel aux distributeurs, aux supermarchés ou autres, d'accueillir les producteurs locaux pour qu'ils puissent écouler leurs produits, qu'ils leur restent sur les bras. Parce que les gens, ils ont fait des stocks de pâtes et de riz, mais pas de stock mais ils bouffent pas des asperges. Voilà, c'est tout bête. Flécher ses achats au quotidien, ça peut commencer dès maintenant. Lorsque l'on achète des produits qui viennent de loin, on fabrique de l'insécurité localement.
C'est-à-dire qu'on crée des externalités négatives, des externalités de sécurité, des externalités de sécurité. C'est-à-dire que lorsqu'on achète un produit qui vient de loin, eh bien en fait, on délaisse des infrastructures locales, là, nourricières. Et comme des muscles que l'on n'entretient pas, eh bien depuis 60 ans, on n'achète plus à nos paysans leurs produits, donc du coup leurs muscles, leur nombre a fondu. Donc là, le consommateur a aussi sa responsabilité, c'est-à-dire qu'en fléchant ses achats de manière intelligente, ces achats peuvent devenir structurants. C'est-à-dire, j'achète local. Comme ça, je maintiens des paysans autour de nous. Et comme ça, on stoppe un peu une hémorragie, voire on renverse un peu la vapeur pour favoriser des installations. Donc le consommateur a une sacrée carte à jouer, même maintenant en mode gestion de crise. Après, j'ai toute une liste, j'ai 60... Ouais, je veux bien que tu me donnes ta liste, je la mettrai en ligne. Sinon, je voudrais quand même qu'on aille sur quelques-uns de ces éléments de sécurité alimentaire sur le plus long terme. C'est-à-dire qu'une fois que la crise est passée, revenir sur les risques peut-être climatiques ou de dégradation des sols pour savoir sur les 5-10 prochaines années, à quoi il faut se préparer collectivement et qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que tu recommandes de faire pour construire cette résilience, à quel niveau ça se joue? Déjà, ne pas déconnecter ce que l'on vit maintenant des autres risques que l'on connaissait déjà avant le coronavirus. Alors, c'est-à-dire la vulnérabilité des flux, des transports. Ça y est, maintenant on la connaît là par l'expérience, par l'exemple. Ne doit pas être déconnecté du réchauffement climatique, de la contraction énergétique et de l'effondrement de la biodiversité. On peut profiter de ce moment-là pour prendre ces 4 sujets et les articuler. C'est-à-dire que on peut répondre à l'un tout en répondant aux 3 autres. C'est-à-dire qu'on peut, si on considère que l'agriculture et l'alimentation, c'est une question de sécurité nationale, ça veut dire que le premier maillon, c'est-à-dire le foncier, doit être préservé, donc dans sa non-artificialisation, mais aussi dans sa composition, c'est-à-dire l'humus. Il faut qu'il y ait des sols vivants pour produire de la nourriture. Et plus un sol est vivant, moins il a besoin d'intrants. Et les intrants, on n'est même pas autonome là-dessus. Donc en fait, j'ai envie de dire qu'on pourrait partir de l'idée que le ver de terre peut être le meilleur allié du militaire. C'est bien. C'est-à-dire que, et ouais, mais c'est ça. C'est créer se rendre compte des liens qui existent entre les différents sujets qui ne sont plus du tout apparents. Et c'est la base. Il suffit de regarder les livres d'histoire. C'est tout. Je veux dire, comment on a constitué les armées. Elles étaient financées comment? Elles étaient basées sur les grains. Elles étaient financées à partir des surplus, des impôts qui étaient issus des récoltes. S'il n'y a pas de récolte, il n'y a pas de sécurité. Ouais, c'est donc un truc qu'on a perdu aussi avec le nombre d'urbains de citadins. Mais oui. On se rend du tout plus compte d'où viennent les choses. Hors sol et hors territoire. Hors sol et hors territoire. Et donc du coup, de nos territoires, comme on n'en retire plus notre subsistance, de nos territoires, on ne retire plus notre subsistance. Depuis qu'on a accédé à cette énergie magique qu'est le pétrole, donc les énergies faciles, cette énergie qui n'est pas faite pour Sapiens, et ben du coup, ça nous a fait oublier et négliger les espaces et le temps. Donc en fait, du coup, on a négligé la géographie, on a négligé les territoires, et en même temps,
on a fabriqué des externalités de sécurité. Donc, comme maintenant, il y a un problème sur ce qui permet justement de nous affranchir de nos territoires, eh bien là, on va peut-être s'en rendre compte. Donc, maintenir des sols vivants, ça permet également d'avoir une nourriture saine, donc par exemple un microbiote vivant qui lui aussi est un système, mais ça permettrait également de repenser les territoires et de les rendre résilients. Donc la microbiologie des sols, le microbiote intestinal et la microbiologie territoriale, quelque part, doivent redevenir des systèmes. Et plus un système est équilibré, moins il est vulnérable aux perturbations. Je voudrais qu'on dise quand même deux mots du réchauffement climatique pour comprendre quel serait l'impact en France, chez notamment tout le sud de la France, le bassin méditerranéen, qui potentiellement deviendrait une bande désertique de 200 km, c'est ça que j'ai en tête. C'est un sujet que tu regardes et dont tu parles aussi? Oui. Oui, bien sûr. Pour qu'on se rende compte peut-être de ce que ça veut dire un monde à plus de degrés dans 20 ans sur nos territoires. Mais alors, je l'évoque, mais je me dis que c'est pas le meilleur vecteur pour faire comprendre les choses. Ok. C'est pas le meilleur vecteur de sensibilisation, oui. En fait, on ne comprend les choses que quand on les vit dans sa chair. Et l'alimentation, par exemple, le non-accès ou un éventuel non-accès à l'alimentation, là on le comprend. Et si on arrive à faire comprendre les risques qu'il y a autour de la vulnérabilité par rapport aux approvisionnements, on pourra faire comprendre tout le reste. L'alimentation, ça peut être le cheval de Troie idéal pour faire comprendre tout le reste. Okay. C'est-à-dire que si on part de l'alimentation, c'est-à-dire quelque chose que tout le monde comprend. Il n'y a pas de ventre de droite, il n'y a pas de ventre de gauche. Il n'y a pas de sécurité de droite, il n'y a pas de sécurité de gauche. Si on prend ce sujet que tout le monde comprend et que on l'articule avec une approche territoriale, eh bien là c'est pas pareil. Parce que là, on pourra dessiner des territoires et on va pouvoir les décrire. C'est-à-dire, on va s'intéresser à l'eau, on va s'intéresser à la planification territoriale, le foncier, les axes, tout ça, les transports, avec qui, c'est-à-dire les compétences et tout ça. Donc là, du coup, c'est la géographie qui est en train de prendre sa revanche. Cette géographie que l'on a méprisée et oubliée depuis qu'on a accès aux énergies faciles. Mais c'est sûrement grâce à elle qu'on va pouvoir faire comprendre tout le reste en passant par le cheval de Troie de l'alimentation. C'est-à-dire, décris-moi ton territoire et là tu vas être obligé d'y faire gaffe, parce qu'avant on retirait notre subsistance de nos territoires. On n'avait pas le choix, on pouvait pas aller plus loin. Donc du coup, on était obligé d'y faire gaffe. On était obligé de le soigner et de ne pas trop le dégrader, parce qu'on savait que l'année d'après, on aurait moins. Donc on y faisait gaffe. Et maintenant, si on prend une approche territoriale, eh bien on sera obligé de faire gaffe à la consommation foncière, à l'eau, aux pratiques agricoles, puisqu'on aura davantage le nez dessus. Donc on pourra plus facilement le vérifier, voire accompagner et former les gens à des nouvelles techniques. Et donc de prendre en compte réellement les capacités du territoire avec le dérèglement climatique. Et là, on pourra sortir les cartes. Et là, elles seront audibles. C'est ça le truc. Pour moi, c'est contraction énergétique, les gens y croient pas. En plus, le prix de la pompe baisse, ils savent même pas pourquoi, ils pensent que ce sera éternel. C'est faux. Par contre, si on prend une approche au niveau de la sécurité et au niveau du ventre, là, on peut faire comprendre le reste. Donc, je pars de la sécurité pour faire comprendre le reste.
Ok, super intéressant. Donc ça permet de, ouais, t'as le système, tu fais le lien vraiment, tu poses un système qui te permet de, en partant d'un sujet, de parler de tout ce dont je parle dans ce podcast, et de faire le lien entre les sujets avec l'émotionnel finalement aussi. C'est comme tu dis, c'est que c'est une émotion que tout le monde arrive à comprendre, la fin. Enfin, tout le monde a imaginé, même si peu de gens finalement en France la vivent vraiment. Et c'est pour ça aussi qu'on en parle en ce moment, parce que j'imagine qu'il y a une grosse inquiétude par rapport à ces sujets-là. Tout d'un coup, on se rend compte de la fragilité des choses. Est-ce que il y a un sujet dont on ne parle pas assez ou dont on n'a pas parlé et dont tu ne parles pas suffisamment souvent que tu voudrais évoquer ici? Non, enfin là, on a tout couvert, là. Non, mais là, il y en a tellement. Mais là, par exemple, et c'est pour compléter un peu le dernier paragraphe là que je viens de dire, c'est les projets alimentaires territoriaux, les PAT. Mm-hmm. Bon, ils existent, mais ils ne sont pas obligatoires. Et les financements, ils sont très légers. Et ce que je proposerais, c'est de les rendre, obligatoires, et 2, je les mettrais au-dessus de toutes les autres politiques. C'est-à-dire que les schémas de cohérence territoriaux, les plans locaux d'urbanisme, intercommunaux, tout ça, devraient être en conformité avec les projets alimentaires territoriaux, par exemple. Parce que là, par rapport à ce que je viens un peu de détailler, si on se concentre sur les conditions de production alimentaire à l'échelle d'un territoire, eh bien du coup, on fera le lien avec l'eau. On fera le lien avec des zones à ne pas urbaniser. Donc les documents d'urbanisme, par exemple. Le lien avec des infrastructures et des routes à ne pas construire, ou alors les construire ailleurs. Et tout ça. Donc en fait, c'est de partir de l'alimentation et de la sécurité par territoire pour ensuite subordonner les autres politiques de planification territoriale. Okay. Donc ça, à mon avis, ça serait un local très, on va dire, ça serait un bon premier pas, et comme d'inscrire le risque de rupture d'approvisionnement alimentaire dans les plans communaux de sauvegarde qui existent en France, les PCS et les 10 crimes qui sont en lien avec les PCS. La commune de Dompierre-sur-Yon a montré la voie au mois de novembre dernier, et c'est la première commune de France qui a inscrit le risque de rupture d'approvisionnement alimentaire dans son plan communal de sauvegarde. Et donc du coup, comme mesure pour limiter ce risque-là, eh bien, elle va peut-être sûrement créer une régie agricole, former sa population, arrêter d'urbaniser partout et tout ça. Donc, ils ont commencé à prendre l'angle des risques pour parler de l'alimentation et mettre en place des actions. Okay. Donc, c'est réellement de penser toutes les politiques d'aménagement du territoire avec les lunettes des risques et de la sécurité, à mon avis. Et c'est ça, à mon avis, la grande nouveauté qui devra être, à mon avis, appliquée partout. Et d'une pierre, on pourra faire plusieurs coups. Ok. Tu prévois un retour à la terre à terme d'une partie de la population? C'est des compétences qu'il va falloir redévelopper, de savoir faire pousser des choses? Ben, bien sûr. Comme le dit et le démontre bien Jean-Marc Jancovici, ce qui a permis le gonflement des villes, c'est l'accès à cette énergie dense et bon marché qu'est le pétrole. Donc en fait, plus on a de pétrole, moins il y a de monde, moins il y a de bras dans l'agriculture. Donc parce que l'agriculture est fortement aussi dépendante du pétrole. Donc dans un monde en contraction énergétique, c'est-à-dire lorsque l'on aura le prix du pétrole beaucoup plus cher que maintenant, et qu'en plus on aura peut-être moins de pouvoir d'achat en général, eh ben il y aura moins de bullshit, les boulots à la con,
certains boulots à la con de service et souvent qui sont en ville. Donc du coup les gens ils vont se dire il va falloir quand même bouffer, plus de bras en même temps, hein. autant que je me produise moi-même la bouffe, voire autant que je m'installe, autant que j'ai un potager, voire autant que je devienne salarié agricole. Donc je pense que mécaniquement il y aura ce réflexe-là, mais il risque d'avoir une mauvaise surprise, c'est que les infrastructures nourricières, qui étaient jusque-là en ceinture périurbaine et dans les campagnes, elles sont pas comme avant. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins d'élevage, moins de hangars, moins de réseaux d'irrigation en état. Il va falloir reconstruire. Les semences, on les a plus, il faut passer par des gros semenciers. Les savoirs, on les a beaucoup moins en tête. L'agronomie, ça fait longtemps qu'on l'enseigne plus dans les formations agricoles. Donc, il faut préparer la contraction énergétique dès maintenant pour former massivement des gens, et aussi changer de système productif aussi, c'est-à-dire mettre en place des systèmes low-tech aussi, moins énergivores, l'attraction animale également. Enfin, il y a tout ça, quoi. Ça peut se faire avec la politique européenne agricole, pour comprendre les freins aussi. Moi, c'est ce que je souhaiterais, et j'ai envie de prendre au mot aussi le ministre de l'Agriculture, qui au mois de décembre a donné raison à la sénatrice Laborde en disant que effectivement, oui, le gouvernement souscrit aux analyses et aux orientations de ce projet de résolution, donc résilience alimentaire et sécurité nationale. Donc du coup, étant donné que la France est le premier pays contributeur et bénéficiaire de la politique agricole commune, mais donc il serait logique que ce sujet soit inscrit à l'ordre du jour des négociations concernant la réforme de la PAC qui se passe actuellement. Donc oui, effectivement, le deuxième pilier de la PAC devrait être, on va dire, davantage abondé pour être fléché sur les territoires pour reconstituer des infrastructures nourricières. On arrive à la fin. Une question plus personnelle. Comment toi tu as changé ton comportement, et comment tu te prépares à tout ça à court terme ou à moyen terme? En fait, pas plus que. Je pense qu'il n'existe pas de sécurité individuelle s'il n'y a pas de sécurité collective. Donc, je pense que ça sert à rien de se préparer tout seul dans son coin, à dire moi je suis autonome et je suis à l'abri. Non. Si on ne le fait pas à grande échelle, justement, ce seront ceux qui sont préparés et qui l'auront dit, qui deviendront les premières cibles de la part de ceux qui ne se sont pas préparés. Donc c'est pour ça que je préfère jouer et mettre mon énergie sur une sensibilisation et une mise en mouvement collective, parce que tout seul isolé dans son coin, ça sert à rien. Voilà, donc je mise depuis 20 ans mon énergie pour réorienter des pratiques collectives pour qu'on arrive à atteindre la résilience et la sécurité le plus ensemble possible. Après, en tant que consommateur, évidemment, c'est quasiment que du local. Je l'avais fait pendant un an en 2008, lorsque j'avais fait le pari de ne me nourrir qu'avec des produits locaux issus d'un rayon de 150 km autour de Castelnaudary. Donc j'ai été le premier locavore de France. Donc, pendant un an, plus de café, plus de chocolat, plus de bananes, tout ça. Le mot locavore est rentré dans le dictionnaire. Donc c'est pas moi qui l'ai inventé, mais c'est mon expérience qui l'avait popularisé. Et en fait, ça avait vachement marché. Les gens me demandaient, oui, est-ce que ça coûte plus cher?
Est-ce que t'as gardé des amis parce que tu devais être casse-couille à force de demander à manger local? Est-ce que tu t'es anémié? Est-ce que t'as perdu des kilos et tout ça? Oh. Donc j'avais tout démontré, donc ça m'a pas coûté plus cher. J'avais fait intervenir une conseillère en économie sociale et familiale. J'avais fait un bilan sanguin avant, pendant, après. J'avais également, je m'étais fait suivre par un lieutenant-colonel de gendarmerie à la retraite, un historien, tout ça. Et mais personne ne me posait la question sur le pourquoi. Tout le monde me demandait le comment. C'est-à-dire, alors pourquoi? Plan. Eh bien pourquoi? C'était parce qu'en fait, je voulais alerter sur la vulnérabilité de nos territoires par rapport aux approvisionnements, en partant d'un scénario issu de l'OMS, donc une pandémie grippale de niveau 6. Et ça, c'était en 2008 que je l'annonçais, en disant, prenons le scénario, le cas où il y a une pandémie grippale de niveau 6, c'est-à-dire que même les transports ne peuvent pas fonctionner. Donc combien de temps on pourrait tenir sans se battre, avec le peu que l'on produit localement, avec des gens non préparés, avec des gens intolérants à la frustration et tout ça. Donc j'avais titré mon expérience, mangeons local, mais c'était un sous-titre, permettre à un territoire et à sa population de se nourrir localement, une question d'ordre public. Ça, c'était en 2008. Et en fait, on me demandait jamais le pourquoi. Donc du coup, entre-temps, j'ai été élu conseiller général, j'ai pu me rendre compte que mes collègues conseillers généraux, ils se posaient même pas la question, ni dans les services, ni rien, mais dans certaines réunions ou certaines cérémonies, j'avais accès à des militaires, des préfets, tout ça, et je leur posais cette question. Est-ce que le fait de ne pas produire à côté de là où on consomme, à l'heure des interconnexions et de la vulnérabilité et des vulnérabilités par rapport au flux, et avec des populations non préparées, avec des populations devenues intolérantes à la frustration, est-ce que c'est vu comme un risque? Est-ce que la non-territorialisation de la production et de la consommation alimentaire, est-ce que vous la voyez comme un risque? Si oui, est-ce que c'est une question qui se pose? Si oui, qui s'en occupe? Et si oui, quand ça a été répété? Et à chaque fois, je voyais me regarder bizarrement, pas dans le sens où merde, il a trouvé un truc qui est secret défense. Non, c'était ah ben ouais merde, ben non, pourquoi? Ah ben oui. Bon voilà. Okay. Donc à force, donc j'ai fait donc ce master spécialisé en gestion des risques sur les territoires, où j'ai pu avec un encadrement, avec un colonel de l'armée et un géographe, montrer que la méthode était bonne et neutre, et ça a intéressé la division du renseignement de la gendarmerie nationale et la zone de défense et de sécurité de Paris. Donc j'ai pu prendre cette température dans les endroits où logiquement cette question se pose et se traite. Voilà. À ta connaissance, est-ce qu'il y a des territoires qui sont mieux armés que d'autres ou pour ce genre de risque, ou qui ont pris un virage avant les autres? Mieux armés en termes de quoi? Il y a des bons élèves, il y a des bons élèves en fait, puisque j'imagine que tous les territoires en France sont pas égaux, toutes les régions sont pas égales. Lorsque l'on voit les rares études qui existent sur l'autonomie alimentaire des aires urbaines, elle est en moyenne de 2%. C'est 2% des territoires. Donc quand on dit que la France exporte, il suffit de zoomer par territoire et on se rend compte que c'est 2%. Mais dans le même temps, vous avez 97% de la production sur ces mêmes territoires qui est exportée. Donc en fait, il y a des camions dans les deux sens. Donc le jour où il y a un problème sur les camions, ça va plus. Donc là, on a par exemple l'aire urbaine d'Avignon. Elle est celle la moins pire, la moins cancresse. Elle est à quoi? 8% à peu près d'autonomie alimentaire. C'est ça le truc. Donc, je pense pas qu'il y ait des territoires à l'abri. Non. Okay. Pas au point où pas au niveau où il le faudrait. Je pose une question habituellement à tous mes invités. Est-ce que tu as 2 livres que tu recommandes de lire absolument?
Et petite question que j'ajoute, quelles sont les sources d'informations que tu conseilles de suivre? Alors, oui, mais j'ai envie de dire, concernant ce que je viens une partie de ce que je viens de lister, c'est mon livre enquête, donc résilience alimentaire et sécurité nationale. Ah, bien sûr, oui. Mais bon, voilà. Ça va sans dire. Voilà, mais bon. Mais sinon, après, c'est des choix un peu perso. Il y en a un que j'aime particulièrement, c'est Sapiens, une brève histoire de l'humanité de Yuval Noah Harari. Vous avez évidemment Comment tout peut s'effondrer de Pablo Servigne et Raphaël Stevens. La Terre malade des hommes de Philippe Desbrosses. Alors là, lui, c'est un bouquin qui avait changé ma vie quand j'étais étudiant. Et quand j'ai revu Philippe Desbrosses, ça m'a fait bizarre. Il m'a acheté mon bouquin. Pour moi, c'était un super honneur, quoi, de le voir. Après, vous avez un auteur, vous avez Patrick Lagadec, qui est un spécialiste des crises hors cadre. Le continent des imprévus. Là, franchement, son approche est extrêmement intéressante. Et il y a des choses là, il y a des films aussi, Soleil Vert. Ouais. Et il y en a un, c'est La Route. Et il y a The Road. Et moi, j'aimerais pas qu'on en arrive à The Road. Mais je pense que on en prend le chemin. Sans faire de jeu de mots. Bon. Parce que on est complètement déconnecté et on n'a plus les savoirs qu'avaient nos ancêtres, Cro-Magnon et compagnie. Le sens de la démerde, on l'a plus. On ne connaît même plus notre environnement et notre écosystème. Et l'environnement change. Exactement. Et sinon, je conseille aussi Albator. non, c'est pas déconnant. Hein. Albator. C'était une série éminemment politique, Albator. Corsaire de l'espace. Et en fait, pour ceux qui ont dans les années 80. Ouais, il piratait, c'était un pirate qui piratait les vaisseaux cargo, donc qui alimentaient la Terre, qui ne se nourrissait plus par elle-même. La Terre est devenue avec un gouvernement mondial qui ne voulait plus se baisser pour produire sa nourriture, donc elle se faisait alimenter, la Terre, donc elle était devenue très oisive, elle ne pensait qu'à jouer au golf et au jeu, et elle se faisait alimenter par d'autres planètes. Et c'était les spatiocargues, c'est-à-dire les vaisseaux cargo qui arrivaient avec du blé. Et Albator, pour les réveiller, il interceptait les vaisseaux pour piquer le blé pour que la Terre se réveille. Et il y avait les sylvidres qui arrivaient, qui voulaient envahir la Terre, et en fait, personne ne croyait à ce danger. C'était le gros déni. Et Albator, il essayait d'avertir et d'alerter la Terre, en disant, ouais, il y a le danger, les sylvidres, rabat-joie, tu nous fais chier, tout ça. Donc, du coup, il se battait contre les sylvidres et contre son propre gouvernement. C'était un lanceur d'alerte, cet Albator. Et en fait, quelque part, c'était une série qui est arrivée quelques années après le rapport Meadows du Club de Rome. Et il y avait des analogies, c'est-à-dire que là, quand on devient non autonome, on court des risques. Et lorsque l'on est sur le déni, comme le changement climatique quelque part, on prend cher après, quoi. Donc voilà. Bon, j'en citerai d'autres, hein, mais il faut revenir à certaines séries pour enfants dans les années 70, début 80. Comme Il était une fois l'homme, c'était génial, et qui parlait déjà, et d'ailleurs le dernier épisode de Il était une fois l'homme parle justement du rapport Meadows, et ce qui est aussi d'extrêmement intéressant, c'est que on voit des manifestations de gens dans les usines suite à la baisse la hausse du prix des matières premières et tout ça. Ils sont au chômage, ils gueulent et ils ont des gilets jaunes. J'irai revoir tout ça. C'est le 26e épisode. C'est parfait, écoute, je vais regarder ça avec ma fille ce week-end, ça sera très bien. On s'arrête là-dessus. Merci beaucoup, Stéphane. Avec plaisir.
Changer le monde. Quelle drôle d'idée. Il est très bien comme ça, le monde, pourquoi changer?